notre deuxième conférence sur maladie d'Alzheimer, nouveau traitement, un espoir, avec la clinique Aesio. Et donc pour pouvoir mener cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Nicolas Auguste ainsi que le docteur Julien Labouré. Vous êtes gériatre et neurologue. Est-ce que vous pouvez vous présenter, messieurs, en quelques mots avant le début de cette conférence ? Très bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc moi je suis effectivement le docteur Nicolas Auguste, je suis médecin gériatre, je suis médecin stéphanois pur jus puisque j'ai fait mes études à Saint-Étienne. J'ai travaillé quelques années à l'hôpital de Firminy où j'ai découvert la gériatrie. J'ai ensuite travaillé pendant 5 ans environ au CHU de Saint-Étienne dans le service de neuropsychogériatrie qui est un service à l'époque, quand il a ouvert il y a une vingtaine d'années, qui était un service pilote dans la prise en charge des patients atteints de maladies de mémoire. Et en 2019, la mutualité a souhaité développer une offre de soins gériatriques, un service d'hospitalisation complète et une consultation mémoire. Et j'ai donc participé à ce projet. Et la consultation, le centre de consultation s'est développé tout au long de ces années. Et on a eu le plaisir en tout début d'année d'apprendre que notre centre de consultation était labellisé. Donc on est un petit peu reconnu voilà par l'ARS, par nos tutelles, par rapport au travail donc que nous faisons au quotidien. Je laisse. Bon, je vais faire plus court. Julien Labouré, moi je suis neurologue. Donc les neurologues, on s'occupe des patients jeunes et puis parfois on s'occupe des patients un peu moins jeunes. Et puis après, on peut se surspécialiser. Moi, je me suis surspécialisé dans la mémoire. Donc, du coup, je m'occupe de la maladie d'Alzheimer, des sujets âgés, puis un peu moins âgés parfois. J'ai fait mes études. Alors, moi, je suis de Reims à la base. J'ai fait mon internat à Saint-Étienne. Et puis, j'ai quitté le CHU pour rejoindre Nicolas après. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci, messieurs, pour cette présentation. Et alors, du coup, comme le titre de votre conférence concerne une maladie finalement très médiatisée, le titre permet d'avoir peut-être un espoir. Alors, on est suspendu à ce que vous allez nous dire. Je vous laisse dérouler cette conférence et puis on reviendra en fin de conférence pour pouvoir directement les interpeller et poser des questions. Donc, merci de prévoir un petit temps à la fin. Voilà. On va essayer effectivement. Merci. On va essayer de tenir le chrono. C'est vrai. Alors, c'est vrai que la maladie d'Alzheimer a été une maladie beaucoup médiatisée. Elle l'est peut-être moins ces dernières années parce que c'est vrai que la recherche médicale a eu du mal à progresser pour développer de nouveaux traitements. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on va dire, les premiers résultats de certaines études laissent présager quelques espoirs et on va donc vous les présenter ce matin. Alors, dans une première partie, moi, je vais faire un peu un rappel assez bref de ce qu'est la maladie d'Alzheimer et je laisserai mon collègue neurologue vous parler donc de ces nouveaux médicaments. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est un trouble neurocognitif et un trouble neurocognitif, il se caractérise par la survenue de troubles cognitifs, on va les détailler un petit peu plus tard, associés à des changements comportementaux et éventuellement une perte d'autonomie. Voilà. Au départ, le trouble neurocognitif est qualifié de mineur s'il n'y a pas de perte d'autonomie, si la personne présente des troubles de mémoire, mais est parfaitement capable de gérer sa vie au quotidien. Et puis, le trouble cognitif devient majeur lorsque la personne est en difficulté et est en perte de capacité. C'est donc la première maladie neuroévolutive à l'origine donc de troubles cognitifs. En France, on dénombre à peu près 1 million, on estime à 1 million de personnes touchées par cette pathologie. Et c'est à peu près 250 000 nouveaux cas chaque année qui apparaissent. Une petite diapo pour résumer assez brièvement ce que sont les symptômes principaux de la maladie. Alors, c'est vrai, tout le monde, je pense que vous le savez, la maladie d'Alzheimer, c'est avant tout des troubles de mémoire. Moi, je dirais plutôt des troubles de mémorisation. C'est-à-dire que la personne a du mal à enregistrer des informations nouvelles, ce qu'elle a appris tout au long de sa vie pour les souvenirs anciens. Le processus de stockage est tout à fait a été correct à l'époque, donc la personne se souvient des choses anciennes, mais elle a du mal à intégrer les informations nouvelles. Mais il n'y a pas que des troubles de mémoire, il y a d'autres troubles. Il peut y avoir des troubles du langage.
ce qu'on appelle donc des troubles phasiques, une aphasie, des troubles de savoir-faire, savoir utiliser les objets de la vie quotidienne, utiliser la télécommande de la télévision, le téléphone portable, etc. C'est ce qu'on appelle donc une apraxie. Et puis, il peut y avoir aussi des troubles de reconnaissance, reconnaissance de certains objets, reconnaissance de certaines personnes. Donc, c'est ce qu'on appelle donc une agnosie. Et à côté de ces symptômes, il existe également d'autres fonctions cognitives qui peuvent être altérées. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors, qu'est-ce que c'est que les fonctions exécutives? C'est cette capacité de raisonnement que nous avons pour gérer notre quotidien. C'est les capacités de planification, d'anticipation, d'organisation et de programmation. Et ces fonctions-là, elles sont bien évidemment nécessaires pour mener sa vie correctement. Et lorsque il y a une atteinte des fonctions exécutives, eh bien la personne peut être effectivement en perte d'autonomie. Associé à ces troubles cognitifs, comme je vous le disais, il y a donc des changements de comportement. Alors ça peut être de l'apathie, de l'anxiété, ça peut être des troubles dépressifs ou syndrome délirant, des hallucinations, etc. Et associé donc à tous ces symptômes, il y a donc une perte d'autonomie et tous ces symptômes évoluent de façon insidieuse, de façon progressive, et ce que l'on disait historiquement dans la première définition de la maladie d'Alzheimer, il fallait que ces troubles évoluent depuis au moins 6 mois. Voilà. Alors, que se passe-t-il au niveau du cerveau pour expliquer tous ces symptômes? Eh bien, il y a dans le cerveau, en fait, l'accumulation de 2 lésions cérébrales différentes. C'est ce que je vais détailler en quelques minutes. La première lésion, c'est ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, et la deuxième, ce sont les dégénérescences neurofibrillaires. M'excusez pour la petite faute de frappe, dégénérescence avec un S, ça aurait été mieux. Et ces 2 lésions, en fait, elles sont liées à 2 protéines différentes, la protéine amyloïde et la protéine tau. Alors, je vais rentrer dans le détail, mais en tout cas, sachez que ces lésions qui s'accumulent dans le cerveau, eh bien, vont altérer la connexion entre les neurones et vont être donc à l'origine des symptômes que j'ai détaillés il y a quelques minutes. Première lésion, donc, les dégénérescences neurofibrillaires. Les dégénérescences neurofibrillaires, elles sont dues, donc, comme je vous le disais, à la protéine tau. Alors, vous avez sur la diapositive à votre gauche un schéma qui symbolise un neurone, une cellule nerveuse en bonne santé, avec une partie centrale, avec un bras qu'on appelle donc un axone, et la structure du neurone est assurée et stabilisée par cette fameuse protéine tau. La protéine tau, c'est un peu le squelette interne du neurone. Et dans la maladie d'Alzheimer, pour une raison qui reste assez peu claire, eh bien, il va y avoir des atomes de phosphore qui vont venir se fixer sur la protéine tau, et cette protéine tau hyperphosphorylée va perdre un petit peu son rôle de stabilisation de la structure du neurone. Et de ce fait, les neurones vont donc disparaître en quantité accélérée. C'est donc la première lésion, les dégénérescences neurofibrillaires. L'autre lésion qui se développe au niveau cérébral dans la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, qui sont donc dépendantes des protéines amyloïdes. Alors ces protéines amyloïdes, peu importe leur rôle, mais elles sont présentes de façon physiologique à la surface de tous nos neurones. Et dans la maladie d'Alzheimer, la dégradation de cette protéine va être anormale. Cette protéine va être, dans sa dégradation, coupée en morceaux par des enzymes qui sont symbolisées par ces ciseaux sur le petit schéma. Et la dégradation normale de la protéine amyloïde fait que cette petite partie jaune ici, ce peptide, ce morceau de protéine, ce peptide, normalement, il est constitué de 40 acides aminés. Si on dégrade la protéine en fabriquant ce peptide amyloïde de 40 acides aminés, nous avons les capacités, les outils pour dégrader totalement ce peptide amyloïde. Dans la maladie d'Alzheimer, eh bien, ce peptide amyloïde est constitué de 42 acides aminés. Et si on fabrique en très grande quantité un peptide amyloïde avec 42 acides aminés, eh bien, nous n'avons pas les outils pour continuer la dégradation. Et donc, ce peptide amyloïde va s'accumuler au niveau cérébral, il va s'agglutiner, les peptides vont s'agglutiner les uns aux autres pour former ces espèces de plaques amyloïdes, donc qui sont à l'extérieur des neurones.
Donc si j'avais voilà, à résumer un petit peu la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer, première lésion dans les neurones, les dégénérescences neurofibrillaires, et à l'extérieur donc des neurones, les plaques amyloïdes qui s'accumulent et qui font que les neurones fonctionnent moins bien entre eux. Ces zones lumineuses que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des synapses, c'est là où les neurones communiquent entre eux. Et en fait, je parle dans cette diapositive donc d'une diminution du taux d'acétylcholine. Il y a moins de messagers, et je le précise ici parce que les traitements que nous avons à notre disposition aujourd'hui, qui ne sont plus remboursés par l'assurance maladie, ils agissent à ce niveau-là. Ils agissent au niveau donc de l'acétylcholine. Ils tentent de limiter la dégradation de l'acétylcholine. Donc, ce sont des traitements qui peuvent peut-être apporter une certaine efficacité, mais ce sont des traitements qui ne sont pas curatifs. Ils ne vont pas forcément s'attaquer aux lésions de la maladie d'Alzheimer. Alors, je passe rapidement pour garder des temps au niveau de pour vos questions, mais sachez que ce processus, il est très lent. Ces lésions qui s'accumulent, elles vont s'accumuler au niveau du cerveau de façon très, très lente. Elles vont tout d'abord intéresser donc, la zone de la mémoire, qui est donc les hippocampes, qui sont dans la partie interne des lobes temporaux. Donc, ce sont les zones caractéristiques. C'est là où, j'allais dire, on va stocker les informations nouvelles, les fameux hippocampes. La perte de neurones débute à ce niveau-là, et donc forcément, les patients vont avoir des troubles de mémoire, mais de façon très progressive, les lésions, elles vont ensuite atteindre l'intégralité donc du cerveau, et c'est là où il va y avoir effectivement tous les symptômes que je vous ai détaillés. Et donc, pour cette dernière diapositive, pour moi, il faut comprendre que ce processus est extrêmement lent et que pendant de nombreuses années, les lésions s'accumulent dans le cerveau, mais il n'y a pas forcément de symptômes. Les patients ont des lésions d'Alzheimer, mais ils vivent tout à fait normalement et ils n'ont aucun trouble de mémoire. Et puis, au bout d'un certain temps, vont apparaître des petits troubles de mémoire, vont effectivement apparaître d'autres symptômes que je vous ai détaillés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons les patients, nous les voyons finalement à ce stade-là, au début donc du trouble neurocognitif majeur. Certains patients n'ont pas encore de perte d'autonomie, mais on voit les patients à ce stade-là. Et c'est vrai que les traitements que nous avons à notre disposition vont avoir un effet relativement limité. Donc tout l'enjeu, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas finalement voir ou faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer, puisqu'on connaît les lésions qui existent dans le cerveau, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas faire un diagnostic à ce stade très précoce de la maladie, voire même peut-être à un stade asymptomatique, et développer un traitement qui s'attaque aux lésions de la maladie d'Alzheimer pour stopper quelque part ce processus qui, c'est vrai, aujourd'hui est inéluctable. Donc, pendant de très nombreuses années, voilà, les chercheurs ont été confrontés à des résultats négatifs. Toutes les recherches ont été négatives. Et peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Oui, donc on va parler des nouveaux traitements. Donc, comme je vais me focaliser sur les nouveaux traitements, on ne va pas parler de tout ça. On ne va pas parler des anciens traitements qui ne sont plus remboursés, mais que nous utilisons encore pour diverses raisons. Je ne vais pas vous parler de tout ce qui est non médicamenteux. De la stimulation cognitive qu'on peut faire en accueil de jour, de l'activité physique, de la lutte contre l'isolement social. Dr Jetney passera juste après nous, il vous parlera de comment préserver sa mémoire, il parlera de tout ça, vous verrez. Donc comment on peut traiter? Monsieur Auguste a expliqué, manifestement les symptômes sont dus à des lésions cérébrales. Ces lésions cérébrales sont dues à des dépôts de protéines. Bon, le traitement, c'est facile, on retire les protéines. Ah oui, ça fait pas les animations. Bon, tant pis. Donc, les nouveaux traitements, ça s'appelle de l'immunothérapie. C'est un peu comme les vaccins. Donc, pour rappel, le système immunitaire, on a tous des anticorps en nous qui repèrent des bactéries, qui les traitent, des choses comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est créer des anticorps, donc en l'occurrence celui-là, qui peut aller repérer les protéines anormales, les fixer, et les détruire, pour simplifier. Donc c'est ce que fait la science, essaye de créer des traitements qui luttent contre ces protéines. Donc, ah oui, il n'y a plus d'animation, tant pis. Donc je vais être très pratico-pratique, je vais vous parler du dernier qui a été validé aux États-Unis, puisque je pense qu'on va en parler en France cette année, puis qu'on va en parler dans les médias bientôt, et c'est bien d'être un peu au courant. Donc il s'appelle le lecanemab, le Leqembi. Donc c'est le laboratoire Eisai qui a, le 27 septembre 2022, montré un essai clinique qui a priori marché. Comme il a priori marché, la FDA, donc c'est l'Institut de santé aux États-Unis, l'a approuvé en juillet 2023. Donc aux États-Unis, ils l'ont.
En France, on ne l'a pas. On est toujours un peu en retard en France, mais bon. Ce traitement, c'est le premier traitement qui a montré un effet, ce qu'on dit disease modifying en français, qui agit sur la maladie. Donc c'est le premier traitement qui a montré un effet, a priori, sur la maladie, c'est-à-dire qu'elle avance un peu moins vite. Ce ralentissement est estimé à 27% par rapport à des patients qui n'avaient pas ce traitement-là. On en parlera après. C'est un traitement qui se fait en perfusion, c'est 2 fois par mois. Donc il faut venir à l'hôpital faire une perfusion, donc ça reste jouable. Les points contre, et c'est ça qui font beaucoup discuter ce traitement-là en France notamment, c'est que s'il y a eu des effets sur une échelle qui s'appelle la CDR-SB, retenez pas, c'est une échelle qu'on n'utilise pas trop en France, c'est une échelle de démence simplifiée qui est en 18 points, ça a bougé de 0,45 points. Donc c'est même pas 1 point. Or, il est admis dans les recherches scientifiques que ce score-là, faut bien au moins perdre 1 point pour que ce soit vraiment intéressant au quotidien. Donc il y a ça qui est discuté. 21%, ça fait un patient sur 5. Un patient sur 5 a eu des effets indésirables. Donc c'est un traitement qui va dans le cerveau, qui active un peu le système immunitaire dans le cerveau. Donc ça peut créer des effets dans le cerveau, c'est-à-dire surtout des œdèmes et des hémorragies. Donc c'est pas juste un nez qui coule ou des choses comme ça peut être des effets un peu graves. Un patient sur 5, donc voilà, ça se discute. Et l'étude, ça montre un effet sur 18 mois, parce que c'est le temps de l'étude. Donc on attend la suite de voir si l'effet se perdure sur plusieurs années, mais ça, faut attendre que ça se passe. Deuxième chose, c'est un nouveau traitement, ça coûte cher. C'est un traitement qui se fera à l'hôpital. Il faut donc des professionnels de santé à l'hôpital. Il faut du matériel, donc ça va rajouter des frais. Et en ce moment, on en parle pas mal des frais à l'hôpital. Mais il n'y a pas que celui-là qui est en développement. Donc ça, c'est un peu les neurones de M. Auguste de juste avant, mais en dessin, notamment avec les plaques amyloïdes qui se forment. Alors, je vous passe tous les détails en différents stades. Et du coup, on peut essayer de créer des médicaments à n'importe quel stade du développement de ces protéines-là. Donc celui que je viens de vous présenter, c'est le BAN 2401, c'était son nom avant. Et voilà, il y a plein d'autres traitements qui sont développés ou en cours de développement. Il y en a qui ont marché, il y en a on ne sait pas encore, on attend. En tout cas, voilà, plein de traitements sont en cours. Et là, une diapo qui est illisible, mais c'est normal. C'est tous les essais qui sont en cours sur toutes les autres thérapies possibles. Donc on peut s'attaquer à la protéine amyloïde, à la protéine tau, sur la synapse, sur le métabolisme, sur l'inflammation, sur les vaisseaux, sur protéger, enfin plein de choses. Donc tout est en cours. Quand on est en phase 3, c'est des essais qui sont plutôt très avancés, on attend les résultats. Puis tout ce qui est phase 2, phase 1, c'est des choses qui sont très en cours de développement, on va dire, qui montreront encore plusieurs années pour être bien visibles. Mais voilà, il n'y a pas d'espoir, il y a plein de trucs en cours. Simplement, le temps de la recherche, c'est pas le temps clinique. C'est très long pour développer un médicament. Il faut trouver une molécule qui marche, il faut la tester sur les animaux. Ça prend beaucoup de temps. Et voilà, il y a des choses qui se passent. Voilà. Temps des questions. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour ces explications qui avaient un côté très pédagogique également, grâce à vos différents schémas. Bougez pas, regardez, je suis au fond. Hein. Certains me cherchent, mais non, je suis par là. C'est le temps d'échange et de questions. Je pense que peut-être il y a des questions nombreuses. Donc si vous avez des questions, vous levez la main de manière très visible pour que je puisse venir jusqu'à vous. J'ai une question ici. Hop. Je vous prête mon micro. Merci. Oui, bonjour. J'ai entendu dire qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui développaient la maladie d'Alzheimer. Est-ce vrai? Comment ça a été constaté? Et j'ai envie de dire, pourquoi? On les cherche. Dans la tête des gens, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est plutôt chez les sujets âgés, voire très âgés. Donc ça, voilà, quand quelqu'un de 65 ans, c'est quoi jeune? 55 ans, ça vous va jeune? 55 ans, 60 ans? 38 ans. Ah. Bon là, c'est peut-être plutôt des formes génétiques ou des autres choses. C'est des choses très très rares. Ouais. Donc, on n'a pas dit la maladie d'Alzheimer, donc il y a des formes génétiques, ça représente entre 1, 2, 3 et 3% des cas. Donc, c'est une personne sur 100 pour simplifier. Dans 99% des cas, ça apparaît comme ça et voilà quoi. Donc, les sujets très très jeunes, donc 35 ans, 40 ans, c'est plutôt des formes génétiques généralement. Donc là, effectivement, c'est les neurologues qui prennent la main plus que les gériatres et puis il y a sûrement tout un tas d'examens, puis un dépistage dans la famille, tout ça qui doit être mis en place normalement. Les formes les plus classiques, c'est quand même vers
65 ans, j'arrondis, vers 65 ans. Après, effectivement, comme les gens connaissent la maladie, maintenant, il y a plein de gens qui se posent des questions dès qu'ils ont des soucis de mémoire. Donc, les gens qui viennent à 55, 60 ans dire j'ai des soucis de mémoire, on fait les examens. Alors, souvent, c'est pas Alzheimer, mais ça arrive qu'on tombe dessus. C'est pas si rare que ça. Après, dans ma patientèle, j'ai quand même plutôt des gens un peu plus âgés quand même que des jeunes, mais juste on les cherche déjà. Qu'avant, on ne faisait pas forcément. Pareil, ce qui a changé peut-être sur les personnes âgées, c'est avant on disait, il perd la tête, ouais, il est vieux, quoi, c'est normal. Ah, c'est pas tout à fait ça, en fait. Donc maintenant, on cherche plus, donc c'est aussi pour ça qu'on trouve plus de cas. Est-ce que vous... D'autres questions, éventuellement? Je prends ici, et madame, je vous ai vu devant, vous pouvez rebaisser la main, vous inquiétez pas, je viendrai vers vous. Pourquoi les anciens traitements ne sont plus remboursés alors qu'ils avaient une certaine efficacité? Pas dans le suivi de la maladie, mais peut-être sur le ralentissement. Alors, cette question a été longuement débattue, je crois que c'était en 2017 ou 2018, au moment où les traitements ont été déremboursés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que quand ces traitements sont sortis au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, c'est vrai qu'ils ont suscité un très grand espoir. Et alors, je ne suis pas rentré dans le détail, mais comme je l'ai vraiment, j'en ai vraiment parlé très, très rapidement il y a quelques minutes, c'est vrai que ce sont des traitements qui, on va dire, sont un peu symptomatiques. C'est-à-dire qu'ils aident un peu, ma explication est un peu simpliste, mais ils facilitent un petit peu la communication entre les neurones. Mais les lésions qu'on a détaillées, elles évoluent au fil du temps, et bien évidemment que l'efficacité des traitements, certes, elle existe, mais elle est quand même relativement... Elle est toute relative. Et comme le disait Julien Labouret à l'instant, il parlait de traitements disease modifier. C'est des traitements qui vont agir sur l'évolution en elle-même de la maladie, qui vont freiner l'évolution de la maladie. Les traitements contre la maladie d'Alzheimer que nous avons à notre disposition aujourd'hui, ils vont pas bloquer ce processus. Donc, ils vont pas avoir véritablement, j'allais dire, cet effet un peu de ralentissement de l'évolution de la maladie. Mais je suis d'accord avec vous, en tout cas, moi, je reste convaincu que lorsque les troubles sont relativement peu importants, ces traitements, ils sont quand même intéressants et que, c'est vrai que je pense qu'il faut les proposer. Voilà. Alors pourquoi ils ont été déremboursés? Voilà, parce qu'ils ont quand même un effet qui est relativement limité. Et ils ont, c'est vrai, aussi des effets indésirables. Ils peuvent avoir un retentissement sur le rythme cardiaque. Ils peuvent avoir un retentissement sur la tension artérielle. Donc c'est vrai que leur profil de tolérance est tel que les autorités ont estimé qu'il y avait finalement plus de risques à prendre ces traitements que de bénéfices. Moi, je reste convaincu que si ces traitements sont prescrits, j'allais dire, de façon réfléchie, avec toute la prudence qui s'impose, c'est-à-dire une surveillance du rythme cardiaque, on va évidemment regarder s'il n'y a pas d'autres traitements que le patient prend. Et c'est souvent le cas quand on vient voir le gériatre à 80 ans, on peut avoir des problèmes vasculaires et qu'effectivement, on a des traitements qui vont agir au niveau cardiaque. Donc, si en plus, on met un traitement qui ralentit un petit peu le cœur, ça peut avoir des effets extrêmement graves. Donc c'est vrai que statistiquement, il y a effectivement un petit pourcentage de risques supplémentaires de problèmes cardiaques. Donc c'est sur tous ces arguments-là que je crois que c'est le Conseil d'État qui a décidé donc de ne plus rembourser ces traitements. Alors je dois dire que ces traitements, quand ils étaient remboursés, ils étaient très chers. Peut-être 50, 60 ou 70 euros par mois. Aujourd'hui, les traitements ne sont plus remboursés, mais ils sont beaucoup moins chers. Et qu'on a à disposition des traitements génériques, et c'est environ une quinzaine d'euros par mois. Donc l'échange qu'on a avec le patient, c'est de dire, on essaye ce traitement pendant 6 mois, ça vous coûte 15 euros par mois, et on voit si ce traitement, il vous convient et il vous apporte un plus. Merci pour cette réponse. Alors, je n'ai pas oublié madame du premier rang qui a levé la main de manière vive, en respectant les consignes. Je vous prête le micro. Merci. Bonjour. Moi, je voulais savoir à quel stade de la maladie on peut donner le nouveau traitement quand il sera disponible en France. Est-ce que quand on est en stade, je dirais 3 ou 4, fin de la maladie, ce traitement peut être efficace ou pas? Ou s'il faut plutôt le donner en début
de maladie. Bah, si on suit l'idée des protéines, des dépôts, plutôt en début de maladie. Parce qu'en disant quand la maladie est très évoluée, alors oui, il y a beaucoup de protéines, mais il y a aussi beaucoup de neurones qui sont abîmés. Et finalement, de retirer toutes les protéines, est-ce que ça va permettre de récupérer? C'est pas sûr. Donc l'idée, c'est plutôt dans les formes plutôt débutantes. C'est tellement cette idée-là qu'aux États-Unis, ils sont en train de remodifier un peu les critères diagnostiques de la maladie d'Alzheimer pour qu'on puisse faire des diagnostics un peu plus tôt. Donc, comme le diagnostic sera fait plus tôt, on pourra mettre le traitement plus tôt. Enfin, il y a toute une mentalité qui est en train de changer là sur Alzheimer. Bon, ça va mettre quelques années à bien se formaliser, mais c'est plutôt en début de maladie. Ouais. Avec l'idée, est-ce qu'après on peut détecter des patients totalement asymptomatiques? Donc là, pareil, on n'en a pas parlé, mais il y a peut-être des moyens de le faire. Ce qui est certain, c'est que l'idée de développer ces traitements qui s'attaquent aux lésions, voilà, elle existe depuis de très nombreuses années. Et c'est vrai que il y a eu plein d'essais qui ont été menés auprès de patients qui avaient déjà des troubles un peu avancés, et toutes ces études ont été négatives, et qu'effectivement les résultats positifs concernent des traitements des patients qui ont des troubles vraiment très légers. Merci pour cette explication. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il y a une assemblée très dense. Plus vous parlez, plus il y a du monde qui arrive. Ah, vous avez une deuxième question, madame. Allez-y, allez-y. On va penser que vous êtes ma chouchoute, mais... On parle quelquefois de la maladie d'Alzheimer, qu'elle peut être génétique. Est-ce qu'on peut dire qu'elle peut être génétique quand dans une famille, il y a plusieurs patients qui ont cette maladie, plusieurs membres de la famille qui ont cette maladie, les frères, les sœurs, les tantes, les mères. Alors à part peut-être de faire les tests. Alors, par rapport aux formes génétiques, comme l'a dit Julien, effectivement, c'est extrêmement rare, c'est moins de 1% des patients. Et lorsque la maladie d'Alzheimer est une forme génétique, elle survient déjà à un âge très jeune, voilà, avant 60 ans. Et alors, je parle sous le couvert de mon collègue, mais sauf erreur de ma part, on envisage de faire une recherche génétique quand il y a deux membres d'une même famille qui sont atteints par la maladie et qui sont âgés de moins de 65 ans. Et dans ces cas-là, quand on fait cette recherche génétique pour deux personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, alors qui n'ont pas les symptômes, mais qui ont des lésions d'Alzheimer telles qu'on l'a décrit, avec on s'assure qu'ils ont des plaques amyloïdes, ils ont la protéine tau, etc. Bon, bref. Quand on fait cette recherche génétique, donc dans une même famille, deux personnes de moins de 65 ans, de lignée directe, donc frères et sœurs ou parents-enfants, eh bien, ces résultats sont positifs. Enfin, on trouve une mutation génétique dans 25% des cas. Voilà. Donc, c'est extrêmement rare. Voilà. Et donc, ça veut dire que, en tout cas, moi, en tant que gériatre, qui suis censé voir des patients de plus de 70-75 ans, moi, les formes génétiques, je n'en vois pas. Voilà. Alors c'est souvent quand même une grande crainte des familles en disant mais voilà, est-ce que mon parent a une maladie d'Alzheimer, est-ce que moi je vais pas développer la maladie? En tout cas, lorsque la maladie survient au-delà de 75-80 ans, non, ça n'est pas une forme génétique. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs de risque. Les facteurs de risque vasculaires, le fait d'avoir un peu de tension, le fait d'avoir du cholestérol, le fait d'avoir du diabète, le fait d'être un peu sédentaire et de ne pas traiter correctement ces facteurs de risque vasculaires augmente un peu le risque de développer effectivement la maladie d'Alzheimer. Et on sait bien que tous ces facteurs de risque sont extrêmement répandus dans la population générale. Donc voilà. Peut-être que Jean-Claude en parlera tout à l'heure de la prévention sur la prise en charge des facteurs de risque vasculaires. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train aussi de nous dire que l'environnement peut avoir un rôle à jouer dans la maladie d'Alzheimer. Et j'irai même au-delà. Est-ce que, par exemple, alors pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, qui sont, par exemple, exposés aux écrans, est-ce qu'il peut y avoir un lien de cause à effet entre la maladie d'Alzheimer développée plus tard et l'exposition aux écrans développée très tôt? Voilà. Pour l'instant, on ne le sait pas. Non, c'est pas pour le moment. Voilà. Très bien. Bon, je n'aurai pas ma réponse. Mais par contre, nous pourrons muscler notre cerveau et peut-être que ça fera le lien avec la conférence juste après. Madame, j'arrive vers vous. Bougez pas. Alors, ça sera la dernière question. Après, on sera obligé de clôturer cette conférence.
Bonjour à tous. S'il vous plaît, à partir de quels examens vous posez un diagnostic précis? Alors, diagnostic en 2 temps, il y a un diagnostic de probabilité, un diagnostic de certitude. Alors, pendant longtemps, la certitude, c'était d'avoir le cerveau. Donc, il fallait mourir et tout ça, donc ça a changé. Maintenant, on peut faire une ponction lombaire, qui est un diagnostic de certitude, avant de faire la ponction lombaire. Alors, j'en vois qui grimacent. C'est pas si terrible que ça, hein, les ponctions lombaires. Surtout maintenant, il y a des produits pour endormir le dos. Au CHU, ils ont maintenant les lunettes de réalité virtuelle pour vous mettre sur la plage pendant qu'ils vous piquent le dos, puis tout ça. Donc, non, ça commence le bilan. On fait toujours un bilan neuropsychologique. On évalue les troubles cognitifs, ce qui est quasiment le plus important. Parce que si les troubles cognitifs ne se font pas à Alzheimer, on ne va pas aller chercher Alzheimer. Ensuite, on peut faire l'IRM. Ensuite, on peut faire un PET scanner pour voir l'activité du cerveau. Et avec tout ça, déjà, ça nous fait un grand faisceau d'arguments. Et si tout colle pour une maladie d'Alzheimer, on dit bah, ça ressemble à une maladie d'Alzheimer, c'est probablement ça. Si on veut être sûr, on peut faire la ponction lombaire. Ou parfois, on fait les examens et bah, on ne sait pas trop ce que propose la ponction lombaire. Et ah oui, c'est ça. Puis parfois, on fait la ponction lombaire, c'est pas ça. Très bien. Merci en tout cas Nicolas Auguste et Julien Labouré, donc de la clinique mutualiste à Aizio. On peut les applaudir pour cette conférence. Merci à vous.